Toutes et tous, nous sommes très honorés de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, avant de vous présenter, je passe la parole à Sylvain, qui voulait faire un petit propos liminaire. Donc, je te passe la parole. Oui, non, parce que je m'imaginais mal, en fait, ne pas, dans le sillage de ce que Marie-Caroline Saglio-Simirski a dit tout à l'heure, dire quelque chose, parce que je suis dans une grande colère, en fait, ce matin, lié à ce qui s'est passé ces dernières 48 heures en France. Et je ne vois pas comment on pouvait parler aujourd'hui sans mentionner ça, dès lors qu'on est dans une forme d'engagement. Mon premier engagement politique, j'étais lycéen, c'était contre la loi Bonnet en 1980. Je pense que ces combats pour l'immigration ont été très très structurants pour quelqu'un de ma génération, à de multiples reprises. Ce sont des choses que je crois connaître assez bien, et donc je peux dire que c'est la première fois que j'entends un ministre de l'Intérieur organiser, annoncer des opérations de rafle. C'est le mot qui convient, c'est le mot du dictionnaire. C'est des opérations de police qui visent à arrêter de manière arbitraire, ou soit au hasard, soit des populations ciblées dans certains lieux. Ça s'est passé en France ces dernières 48 heures. Et comme le disait Marie-Caroline, on est des témoins de témoins. Et moi, je suis journaliste. Et si je suis en colère, c'est pas seulement contre ce ministre de l'Intérieur, c'est aussi contre beaucoup de mes collègues journalistes. Parce que lorsque je découvre ce matin à la une de mon journal, Le Monde, en ligne, un reportage par ailleurs très intéressant et effrayant sur ce qui se passe à Chicago avec la police de l'immigration du président Trump, qui va chercher les clandestins chez eux, dans leur foyer. Je ne comprends pas que ce même journal ne fasse pas le lien avec cette opération, cela ne le conduise pas à mettre en avant ce fait totalement inédit de ce qui s'est produit en France ces dernières 48 heures. Et que dans l'article consacré néanmoins à cette situation, il laisse le soin aux associations comme le GISTI d'utiliser le mot rafle. Faire du journalisme, ça consiste à décrire les choses, ça consiste à les nommer. Donc c'est une espèce d'habitude étrange qu'il y a à se réfugier toujours derrière les militants, entre guillemets, pour ne pas dire ce à quoi on a affaire. Je pense que c'est le travail des sciences sociales, je pense que c'est le travail du journalisme. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, ça me paraissait extrêmement important de le rappeler, d'autant que ce mot de sans-papier a acquis ces derniers temps une signification particulière. Il est devenu une insulte et il est devenu une manière de désigner des cibles, comme disait Pierre-Paul Zaliot. Je vous rappelle que la personne qui a tué un Tunisien récemment en France, 5 semaines après l'attentat islamophobe dans une mosquée du Gard, cette personne, dans des vidéos qu'il a enregistrées avant ce meurtre raciste, disait vouloir s'en prendre à des gens parce qu'il était sans papier. Et sans papier a été mis dans un ensemble d'insultes. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. Et si ça veut dire ça, c'est parce qu'il y a un travail médiatique qui est produit dans l'espace public par de nombreux acteurs. Je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience, parce que pour nous, sans papier, évidemment, ça ne veut pas dire ça. Mais pour une partie de la population française, aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qui permet ou autorise certains à passer à ce type d'acte. Voilà, je vous laisse la parole, Sophie. Merci. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Anna Maria Araujo et Pinar Selek, donc 2 femmes engagées, militantes, courageuses, qui ont eu des vies quand même, qui sont des aventures, et des aventures de la liberté aussi, de la liberté des femmes et de la résistance. Donc Anna Maria, donc je vais te tutoyer puisqu'on se tutoie depuis 5 minutes, voilà. Donc tu es professeure et chercheuse à la faculté de psychologie de l'Université de la République en Uruguay. Donc, et tu viens de publier d'ailleurs le livre Les chemins de l'exil,
hein, les luttes d'une femme d'Amérique latine, qui raconte ta vie mouvementée, trépidante, engagée et dangereuse aussi, dans la mesure où très jeune, dès tes débuts de tes études en philosophie, tu t'es engagée pour les libertés, pour les femmes, et dans des radicalités, puisque tu faisais partie des Tupamaros, assez vite recherchée par la police, vivant dans la clandestinité, et donc obligée dès 1972 de fuir l'Uruguay pour le Chili, et puis ensuite de fuir le Chili pour l'ambassade d'Argentine, où tu as vécu 4 mois avec 800 personnes cachées, et puis de fuir l'ambassade d'Argentine pour l'Argentine, et puis de fuir l'Argentine péroniste pour la France. Donc, comme une espèce de sillon, comme un sillon noir qui te suivait partout et qui t'a amené jusqu'à nous et jusqu'en France. Donc, tu es arrivé en France, tu as passé une maîtrise de philosophie à Strasbourg, puis une thèse de sociologie sur les Tupamaras avec Yves Gousseau à la Sorbonne Nouvelle. Et toujours, tu as maintenu à côté d'une activité plus universitaire classique, des activités militantes, en donnant des conférences, en travaillant immédiatement dans tous les terrains où tu es arrivé, dans tous les pays où tu es arrivé, et en enseignant à divers endroits en France, sur l'Amérique latine, sur les femmes Tupamaras, sur les femmes amérindiennes ou sur les femmes d'Amérique du Sud. Et en 83, tu as passé à l'EHESS un DEA de psychologie sociale sur le rôle de l'inconscient dans les processus socio-historiques. Et en 87, tu es retourné en Uruguay. Et depuis 90, tu es professeur d'université avec de plus en plus de responsabilité dans l'institution pour porter tes institutions, porter tes valeurs dans les institutions, mais en gardant à côté une activité militante, engagée, féministe, avec toujours une sensibilité à ce qui est fragile et vulnérable partout où tu passes. Voilà. Alors en tant qu'auteur, tu as coordonné ou écrit 17 livres dans diverses langues. Tu dis dans ton livre que tu as un lien étroit avec la France et la vie académique française, et notamment par exemple avec Paris 8, avec Rémi S, notre collègue de Paris 8, et que la France est l'espace intellectuel de prédilection, mais que tu évolues maintenant, et ça c'est quand même assez intéressant par rapport à la conversation qu'on avait sur la manière dont nos étudiants se ressaisissent de ces questions, avec une réflexion qui t'amène à essayer de décoloniser aussi la pensée sur l'Amérique du Sud et à t'autonomiser de la pensée française. Donc ce qu'on voit, c'est que tu as toujours eu un souci de justice épistémique dans ta manière d'aborder tes sujets de recherche, et une militance constitutive, structurelle, charpentée au plus profond de toi. Et donc, bienvenue ici, aujourd'hui. On est très honorés, je suis très honorée en fait d'être modératrice. Voilà. Pinar Sellek. Pinar, toi aussi, la justice épistémique a été un des fondements de ta recherche. Tu es sociologue, écrivaine, conteuse, et également militante écoféministe, avec très jeune, donc ton premier travail sociologique de DEA en Turquie, sur les enfants des prostituées à Istanbul, les homosexuels, les marges, les transsexuels, et dans une pratique sociologique de terrain où tu es allé vivre avec les gens que tu observais, sur lesquels tu travaillais. Et puis ensuite, un passage de recherche sur une immense enquête sur l'histoire orale de la diaspora kurde au Kurdistan, en Allemagne et en France, jusqu'à la fameuse affaire dite affaire Pinar Sellek depuis 1998, qui s'est abattue sur toi d'une certaine manière, comme cette explosion qui a eu lieu le 9 juillet 1998
au bazar des épices à Istanbul, 7 morts, des centaines de blessés. Il a été amplement prouvé depuis que c'était un accident lié à une fuite de gaz. Bon, néanmoins, immédiatement instrumentalisé par le pouvoir turc pour accuser pour attribuer cette explosion au PKK et donc t'associer, puisque tu travaillais sur le Kurdistan et sur les diasporas kurdes, t'associer à le mouvement kurde. Mais, et donc pour t'associer à cet événement et donc t'emprisonner, te torturer pour obtenir les noms des gens sur lesquels tu travaillais, que tu n'as pas livrés. Et donc des libérations, je ne vais pas raconter toute l'histoire judiciaire et comment tu es poursuivi depuis, puisque c'est une histoire qui n'en finit pas. 25 ans ou 26 ans, 27 ans, sur le France Culture, 26 ans, le 17 février 2025, sur quand tu es intervenu là-dessus. Donc 27 ans de harcèlement judiciaire avec des séries d'emprisonnements, sorties de prison, actions, appels des différentes juridictions turques pour continuer à te poursuivre. Donc, à différents moments de liberté, tu as continué à militer pour les femmes en particulier, en créant des associations de soutien aux femmes, et en continuant à publier, en continuant à écrire, en continuant à exister comme intellectuel, même si tu es poursuivi. Mais en 2008, tu as quitté 2009, tu as quitté donc la Turquie et tu es arrivé en France. Donc Ah, je dis mauvaise. Non, c'est pas Wikipédia, mais la fiche que j'avais n'est pas. Oui, si, je l'ai. Tu as fui en Allemagne, soutenu par le Pen Club, avec une bourse du Pen Club. Et puis ensuite, tu es arrivé à Strasbourg, où tu as fait une thèse de doctorat. Sur les mouvements sociaux kurdes, et puis sur les transformations de l'espace militant en Turquie. C'est pas les Kurdes, c'est tout l'apparition d'un nouveau cycle de contestation en Turquie. Tu vois, tu aurais dû écrire un livre comme Anna Maria pour que j'ai des données. Non, un livre de souvenirs de. Non, il y a un livre de. Faut prendre le micro. Il y a un livre qui s'appelle Insolence. C'est ma biographie. C'est pas moi qui ai écrit, mais c'est un journaliste qui a écrit. Tu vois le micro. Et donc, tu as été accueillie à l'université de Côte d'Azur sur le programme PAUSE, où tu es maintenant enseignante-chercheuse depuis 2022. Voilà. Donc toi aussi, énormément de publications, plus d'une quinzaine de livres, donc des livres scientifiques, mais aussi des romans, des contes, et là aussi une trajectoire de féministes engagées pour la défense des droits humains ici en France, à divers endroits, notamment sur la question de la prison aussi, la question du sort des prisonniers, et puis toujours cette manière de penser, on le voit dans l'article que tu as écrit pour AOC, de penser la résistance et de penser la manière de ne... Finalement, je trouve que ce qui tu dis dans ton papier d'AOC, cette manière de chuter, se reconstruire, se déplacer, se reconstruire, se déconstruire, se déplacer, fait écho à la manière dont tu as été poursuivi, enfermé, libéré, enfermé, libéré, enfermé, libéré. Voilà. Donc la première question que je voudrais vous poser rapidement, autour de la thématique de la table ronde, dans ton article, tu commences en écrit le propos liminaire, la première phrase, les frontières tuent. Donc c'est autour de ça que je voudrais tuer. Les frontières tuent. Parce que c'est pas forcément l'image qu'on a spontanément des frontières. Les frontières sont aussi des limesses, des protections. C'est ce qui enserre, ce qui protège éventuellement. Et là, on voit que ce qui tue,
par exemple, les migrants en Méditerranée, c'est surtout le passage de frontières, c'est le fait de transgresser, de passer là où on n'a pas le droit de passer. Donc, est-ce que les frontières physiques, géographiques, socioculturelles sont des espaces qui tuent parce qu'elles étouffent, parce qu'elles enferment, ou parce qu'elles ne s'ouvrent pas et qu'on ne peut pas passer à travers? Je voudrais un peu votre avis ou votre propos sur les frontières. D'abord, merci. Gracias. Parce que dans ce moment où on traverse le monde, le chaos, les génocides, j'étais très émue quand tu as parlé de Gaza, parce que j'étais dans les camps de réfugiés politiques à Gaza, au sud du Liban. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde exige absolument d'un internationalisme et une résistance au niveau mondial. Je pense que le fait d'être ici, nous, la Turquie, l'Uruguay, enfin moi je suis uruguayenne, mais je me sens surtout de l'Amérique latine et surtout du Chili, de l'Argentine et de l'Uruguay, où j'ai vécu très profondément et très intensement la résistance. Mais je voulais dire que vraiment merci pour cette réunion, parce que je pense que c'est un acte de résistance. Et je pense que les universités du monde ont une responsabilité énorme pour créer une pensée critique face à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a un génocide terrifiant à Gaza, et il y a des fous au pouvoir. Je pense à Milei en Argentine, je pense à Trump aux États-Unis, je pense à tant des hommes qui ont le pouvoir pour détruire l'humanité. Alors je pense qu'il faut résister. Voilà. Sans frontières, oui. Oui, quand je pense à mon parcours, j'étais très jeune, plus jeune que maintenant. J'étais très jeune et je me souviens surtout de la solidarité des peuples où j'ai vécu. D'abord, c'est drôle parce que quand tu disais, oui, d'abord, coup d'État en Uruguay, j'ai l'ordre de mon organisation, qu'à cette époque, c'était le Mouvement de libération nationale Tupamaros, on me donne l'ordre de partir. Et alors, mon premier mari, non, parce que j'en ai eu d'autres, mon premier mari a été emprisonné, vachement torturé, et ma mère a eu on ne dit pas un ACV, on dit un AVC. Alors je suis allée la voir 10 minutes à l'hôpital où j'étais, et alors je me suis exilée au Chili. Je me suis exilée au Chili avec une situation d'énorme fragilité et solitude. Mais là, le peuple chilien m'a reçue d'une façon très très forte. Là, je commençais à militer avec le MIR chilien, le mouvement des gauches révolutionnaires au Chili. Et puis, bon, je ne vais pas raconter tout mon livre, parce que c'est... Mais après le coup d'État au Chili, tu disais, on a été exilés à l'ambassade de l'Argentine au Chili parce que je voulais rester en Amérique latine. Et alors là, mais il fallait quitter le Chili. Alors je suis allée en Argentine. Alors en Argentine, poursuivie, réprimée par la AAA, l'Alliance anticommuniste, j'ai dû quitter l'Argentine et je choisis, vraiment, là, je choisis la France parce que mon histoire de petit, là, j'étais élevée dans un collège de bonnes sœurs dominicaines, françaises. Et alors, évidemment, pour moi, la France était très importante, là où j'ai choisi la France. Quand j'arrive en France, à Paris, il y a 2 anecdotes que tu as lu le bouquin, Pascal aussi. Je remercie Pascal pour son accueil et puis pour le fait de nous avoir invités. Oui. Et donc, j'arrive en France, à Paris, je me promets, j'étais au Lutèce, à l'hôtel Lutetia. Alors, je regarde ça, mais qu'est-ce que vous regardez? Un vieux monsieur très parisien.
et qui me dit non, mais je viens de l'Amérique du Sud. Ah, il me dit vous êtes exilé? Avec la terreur qu'on avait de se dire exilé. Oui, enfin plus ou moins. Non, vous êtes exilé. Alors je veux vous dire, Lutetia, c'était l'ancien, l'ancien de la Gestapo. Oui, c'était le QG de la Kommandantur, mais c'est aussi le lieu qui a accueilli après la guerre. Voilà, après la guerre. Donc, moi, j'étais très. Mais non, quand je suis arrivée en France, il y a ma tante, que c'était comme ma mère, hein, j'ai eu 2 mères. Elle me dit, oh, Anna Maria, finalement. Parce que, écoute, dès que tu arrives, il y a un coup d'État. Au Chili, en Argentine, espérons-le que la France, avec son histoire, enfin bon, il n'y aura pas de coup d'État. Non, il n'y a pas eu de coup d'État. Mais par contre, je m'excuse, la France que j'ai connue, la France de Mitterrand, c'est pas la même. Moi, j'ai subi vraiment la situation en France, en ce moment. La soi-disant, entre guillemets, neutralité par rapport au génocide, par rapport aux guerres. Et ça me fait mal parce que je suis à moitié latino, moitié uruguayenne et moitié française. Et ça me fait mal. Et dès que je suis en France, j'essaie de participer partout. Donc c'est ça, là, sans frontières. Dans les manifs, avec les syndicats, je suis très contente de pouvoir présenter mon livre dans une réunion de syndicats Sud solidaires, à la CGT aussi, parce que je sens que nous avons une responsabilité d'abord de témoigner de nos histoires. Parce que nos histoires, c'est pas Anna Maria, c'est pas Pinar, ça représente un peu un mouvement collectif. Et s'il y a une résistance, ça va être toujours collective. Et moi, quand je parle de moi, je parle de toute une génération de jeunes universitaires et de jeunes de la classe ouvrière qui ont résisté à la dictature. Alors, le Sans Frontières, pour moi, c'est ça. C'est la résistance au niveau international. Et aujourd'hui, et moi, je te disais, avant que tu parlais, moi, je pense que la résistance aujourd'hui, c'est dire arrêter les guerres et arrêter le génocide à Gaza. Alors voilà, je me sens aussi comme réfugiée politique, ancienne réfugiée politique, je me sens à côté de réfugiés politiques de l'Afrique, de ce bateau qui traverse la Méditerranée et qui sont pas de soutien, pas d'accueil du tout. Mais je me sens aussi une femme palestinienne. Alors voilà, je passe la parole parce que je pense qu'on aura d'autres questions. Hein. Oui, peut-être. Merci beaucoup. Alors oui, je continue parce que c'était important, c'est que c'était ma phrase, les frontières tuent. Mais d'abord, je voulais remercier d'abord Pascal et tout le monde. Mais quelquefois, quand je t'ai écouté, j'ai écouté beaucoup de personnes et tous les matins, je regarde les infos et toujours on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que ça a un sens de venir ici, de discuter, etc. Moi, j'ai vécu dans un contexte de guerre. C'était pas le même type de guerre, mais c'est une guerre. Et je me souviens que le matin, on se faisait taper par la police. Et après-midi, en bas du cinéma, je sais pas, en bas, on discutait en Arendt. C'était incroyable. Donc, et je me dis tous les jours que la vie qui résiste. Parce que moi je ne fais pas de différence entre tous ces bourreaux partout. En Iran, j'ai beaucoup d'amis dans plein d'endroits. Et pour moi, tous ces pouvoirs-là représentent la mort. Et nous, c'est la vie. Et la vie est plurielle. Il n'y a pas une seule, donc ce n'est pas une champ de maïs. Donc on doit vraiment résister partout et même de dire qu'on réfléchit. On réfléchit à une résistance parce que la guerre détruit tout, même la capacité de réfléchir. Donc nous, maintenant, on est la vie qui résiste. Et par rapport aux frontières qui tuent, moi, je voulais faire juste une entrée dans mon article. Mais c'était la phrase que j'ai volée
d'une manifestation que j'ai co-organisée à Nice en 2021. C'était une très grande action féministe et antimilitariste contre les frontières qui criminalisent les migrants. Donc, c'était organisé la plupart par des femmes sans papier étrangères qui habitent à Côte d'Azur. Donc nous avons fait, et juste après le Covid, on était 9000. C'était incroyable. Et donc on avait emmené plein de arc-en-ciel. Qui volent, cerfs-volants. Plein de cerfs-volants partout à Nice. C'était incroyable. Et les frontières tuent, c'était, donc nous avons parlé là-bas, et on n'a pas raconté nos histoires. C'était ça qui était bien. Nous avons refusé de raconter nos histoires. C'est que des femmes exilées, étrangères, disons, qui ont parlé, qui ont pris la parole, mais pas pour raconter nos histoires, pour dire, nous, les féministes habitants de l'Europe, nous ne voulons pas ça. Donc on a parlé au nom de tout le monde. Et vous pouvez trouver sur YouTube si vous écrivez Toutes aux frontières. Donc c'était une critique antimilitariste qui disait que même la construction, quand je dis aux frontières, c'était les frontières politiques. Et moi, je viens d'une expérience féministe en Turquie, très antimilitariste, dans le sens que le mouvement féministe est très tard, est développé très tard, 1980. Et parce qu'avant, la cause des femmes était accaparée par le kémalisme sous un génocide, sur les massacres, et donc il n'y avait pas la question de l'égalité. Pour que le mouvement féministe sorte, il fallait vraiment mettre en question toutes ces politiques de femmes, et donc c'était pas une demande d'égalité parce qu'on avait tous les droits, mais c'était plutôt une critique antimilitariste, antinationaliste, etc. Moi j'ai grandi là-bas et je sais que les frontières de la Turquie c'est créé par les génocides ou par plein d'autres guerres et par les massacres, etc., etc. Donc la construction même des frontières politiques, des territoires politiques, en France et partout, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dents cassées, les têtes coupées, les bras coupés, etc. Donc c'est déjà ça. Quand ça stabilise les frontières politiques, ils commencent à nous façonner. Donc moi, j'ai parlé dans cet article que quand j'ai quitté la Turquie, j'ai commencé à comprendre que le façonnement dont je subis, c'était plus profond que j'imaginais. En Turquie, je faisais toujours un travail de déconstruction, j'étais toujours dans cette réflexion de frontières, les frontières politiques qui s'appuient sur les frontières sociales, l'ordre politique qui s'appuie sur l'ordre social. Donc je me disais qu'il faut vraiment réfléchir avec toutes les dimensions. Mais là, j'ai réfléchi que j'ai besoin encore de faire un travail de déconstruction. Et voilà, je peux dire juste pour le début, ça, les frontières tuent. Aujourd'hui, les frontières tuent. Et moi, c'est pas notre guerre, c'est pas notre ambition d'avoir des territoires. En tant que femme, comme disait Virginie Woolf, nous n'avons pas de pays et nous ne voulons pas, on s'en fout, les pouvoirs, ils auront quel terrain et comment ils vont faire. Il faut vraiment, je suis en train de réfléchir avec un groupe de femmes, comment on peut créer vraiment un mouvement féministe antimilitariste transnational pour dire une autre parole. Voilà, c'était ça. Merci Pina. L'idée de cette rencontre et de votre dialogue, c'est évidemment, ça a été souligné tout à l'heure, vous avez presque toutes les deux atterri à Strasbourg, à partir de trajectoires très, très différentes, de vous faire parler de ces expériences et de la manière dont ces expériences très personnelles, très singulières, sont aussi pour vous des occasions de réfléchir, de proposer au-delà de votre cas personnel des analyses. Et c'est ce qui est passionnant dans l'article qu'on a publié dans l'édition d'avant-hier d'AOC, que vous avez écrit, Pinar, c'est que
contrairement à beaucoup d'autres choses que j'avais lues de vous, parce que vous avez été accaparé par votre cas, par la défense, par l'énergie absolument colossale déployée pour faire face à ce harcèlement dont vous êtes toujours l'objet. Mais néanmoins, vous êtes capable de vous arracher de cette situation personnelle pour, et c'est le cas dans cet article, penser ce qu'au-delà de la singularité de votre cas, la condition d'exilé, les expériences par lesquelles vous êtes passé deviennent finalement des modes opératoires pour faire des sciences sociales, pour analyser. Je voulais avoir votre sentiment, Anna-Maria, sur la même chose, c'est-à-dire que vous avez parlé, vous, à la fois de vos expériences, mais de beaucoup de choses dans le monde. Je pense à une phrase de Michel Foucault. Il n'y a pas une politique qui ne soit pas une politique du corps. Et je pense que ça me touche vraiment parce que l'exil, la résistance de nous toutes et tous, touche nos corps. Hein. Et donc je voulais dire ça parce que je pense que c'est très important de ne pas seulement intellectualiser la réalité, mais de la vivre au niveau du corps. Bon, ben voilà. Et je sais pas, j'hésite si lire, peut-être ça peut être ennuyant, mais je veux lire quand même parce que ce que tu nous as demandé, c'est très bien. C'est pas seulement parler de nos vies à nous, très intenses, très, très profondes, mais de parler de l'exil, par exemple. Hein? Alors, je veux lire. Alors, l'exil, c'est une situation de la vie où l'être humain, seul, face à lui-même, doit repenser son rapport au monde, reconstruire son existence, affronter une réalité inconnue, c'est vivre autre. Karl Jaspers y voyait une situation limite, en faisant référence à ces situations de l'existence humaine où l'on traverse les frontières du désespoir et de la douleur, et où l'on frôle l'angoisse de se savoir encore une autre fois perdu dans le monde. Période de choc psychologique où les coordonnées spatio-temporales ne sont plus capables de nous situer le passé, le rêve d'antan et le présent. Situation en moi, exilée de toujours, que je porte l'extase de la lutte d'autrefois, l'entourage affectif de mes compagnons d'hier, les sentiments d'avoir tenté un jour de transformer le monde, de m'être vécu comme sujet de l'histoire et d'avoir échoué. C'est-à-dire, je pense que le fait de se construire et de vouloir transformer l'histoire est aussi le produit de comment nous avons été construits par cette histoire. Et c'est ça qui nous permet d'ancrer notre lutte dans des réalités concrètes. Alors, je ne veux plus continuer parce que c'est long, mais je pointe 3 moments de l'exil. D'abord, le deuil, le travail de deuil, que c'est toujours, du point de vue psychologique, un travail intérieur, qu'il faut le vivre vraiment jusqu'au bout. Et parfois, le deuil prend des années. Le deuil d'avoir quitté le pays, d'avoir quitté une culture et une langue. Alors, je pense que c'est très important. Hein. La langue, c'est la façon où on nomme le monde. Et alors, quitter sa langue maternelle et s'exprimer, même au niveau de l'amour, même à New York, j'ai eu une fille en exil, c'est quelque chose de très bouleversant. Alors, c'est le deuil de perdre, de la perte. Et pas seulement de la perte personnelle, mais de la perte des copains, hein, en Uruguay, comme au Chili, en Argentine. Il y a des disparus. Il y a beaucoup, des centaines de disparus. On ne sait pas où ils sont. Il y a des morts. Et alors, c'est la perte de ces compagnons qui sont là et qui sont en train de lutter encore. Et cette perte est très ambivalente parce que d'un côté, on sent qu'il faut continuer la lutte là où nous sommes, et de l'autre côté, quelque part, on se sent coupable d'avoir pu continuer à vivre.
Et ça, c'est la première période de l'exil. Je vais vite. La deuxième, c'est l'acculturation ou l'interculturalité. Accepter le pays d'accueil, accepter les deux langues. Je me souviens que quand ma fille, quand elle est retournée en Uruguay, on disait « mais tu as deux langues ». Alors on disait « non, j'ai une seule langue ». C'est-à-dire c'est une richesse énorme de pouvoir s'exprimer en plusieurs langues. Et donc accepter le pays d'accueil et s'introduire dans la culture de là où nous sommes, dans les luttes là où nous sommes. C'est une période que moi je l'ai vécue soutenue par le mouvement des femmes françaises et femmes latino-américaines et femmes exilées. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes du Maghreb et je me suis introduite dans la culture de ces femmes-là et de ce monde que pour nous, latinos, était loin. Mais la France m'a permis de m'ouvrir au monde. Voilà. Et ça, c'est la deuxième période de ce que tu disais. La troisième période, c'est de savoir adapter positivement. Et maintenant, quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux devenir? Est-ce que je veux rester tout le temps en France? Est-ce que je veux devenir? Je veux et je peux, et je ne sais pas si je veux le faire, devenir une Française ou je veux retourner chez moi. Et ça, c'est très difficile. C'est la préparation pour le retour. Et alors, on ne va pas parler du retour, mais c'est une période, il n'y a pas de retour. C'est ce que disait Héracle, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et donc voilà, je suis retournée et je ne sais encore pas où je suis. Si quand je vais au Chili, je me sens chilienne, et quand je suis en Argentine, je me sens argentine, et quand je suis en France, je me sens française, mais je suis quelqu'un du Sud, pas au niveau géographique, mais au niveau du Sud global, au niveau de ceux qui luttent pour changer le monde. Voilà. Quand j'étais, d'abord j'étais à Berlin, mais mon départ c'était très rapide, très rapide. C'était, on a pris la décision de la cassation et mon père me dit demain tu pars. Donc c'était et avec un petit sac, tout petit pour ne pas attirer l'attention. Et donc au début je me comprenais pas, je me sentais, j'ai écrit ça dans mon livre. Mon premier livre publié en français, Être loin de chez toi, mais jusqu'où. Et là, je raconte que je sentais une sorte de vertige, un truc vertige, vraiment. Et j'ai dit que peut-être pour... comment je peux parce que j'étais venue tout d'un coup, je n'avais pas des réseaux encore, etc. J'ai dit, je peux aller au musée juif, parce que les juifs peut-être peuvent m'apprendre des choses sur ce sujet. Parce que j'ai des sentiments, mais je ne comprends pas. Donc je suis allée au musée juif. Et je me balade dans le musée et je cherche une réponse à ma question. Et là, il y avait un sorte de monument, mais ce n'est pas du monument du génocide, mais monument de l'exil. C'est dans la cour du musée. Et j'entre dedans, je marche, et j'ai la tête qui tourne. Ils ont fait une mathématique, donc le sol n'est pas comme ça, il est comme ça. Mais tu ne vois pas, et les murs aussi. C'est un peu bizarre. Parce que les institutions, tu n'as pas de repères. Donc la perte de repères, donc, ça parle avec ce que tu dis. L'exil, c'est ça. Et après, donc moi, j'avais une expérience précieuse. J'avais une expérience précieuse, pardon, en prison. Quand on m'a... voilà, et je posais la question, tous les anciens prisonniers, comment je vais résister? Qu'est-ce que je fais pour résister? Parce que quand tu restes très longtemps en prison, il y a des trucs psychologiques qui viennent, des grandes choses, ça ne te touche pas, des petites regards, tu commences à pleurer. Donc je dis, qu'est-ce que je fais pour que cette situation ne me détermine pas? Et j'avais dit aux médias, ils ne vont pas voler mon sourire, tout ça. Donc j'ai dit, comment je fais?
Et ils m'ont dit, oublie ton procès, ne pense pas de ton procès, ne pense jamais que quand je vais rentrer. Et je vais sortir, pardon, il n'y a pas rentrer en prison, je vais sortir. Et tous les jours, pense que qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Donc 2 ans et demi, j'ai appris ça, pas toute seule, avec plein d'autres personnes, et nous réinventions notre vie tous les matins. Et cette expérience, cette enseigne, donc je passe vite, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris le kurde, j'ai appris plein de danse, j'ai appris beaucoup de choses. Et je voulais même rester encore un peu. C'était assez incroyable parce qu'il y avait beaucoup de personnes très intéressantes dans les prisons. Ceux qui ne sont pas intéressants. Et donc quand je suis sortie de la prison, cette enseigne, je l'ai pris. Et quand tout d'un coup, j'étais en exil, et j'ai senti cette histoire de pacte de repas, j'ai dit que ce que je dois faire, tous les jours, j'oublie un retour, je ne pense pas à un retour, et je vais, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et au début, comme je croyais que l'exil va durer, comme tous les exilés, va durer très peu, donc j'ai essayé de rester en Allemagne, et j'ai profité de beaucoup de choses, et quand j'ai compris que ça va durer longtemps, j'ai dit que je vais venir en France, parce que j'étais francophone dans une école comme elle, française, tout ça, à Istanbul. Donc j'avais oublié le français, mais j'avais de la base. J'ai dit, et quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, je suis entrée dans 2 organisations féministes. Une c'est plus radical, l'autre c'est Plénifamilial, l'autre c'est ALDH. Donc j'ai essayé de trouver des organisations où je peux m'impliquer. J'ai dit que je vais oublier parce que mes luttes n'ont pas de frontières. Et là, c'est ma réflexion sur les frontières. Moi, j'ai des luttes déjà transnationales, donc les féminismes, etc., tout ça, antimilitarisme, je suis anarchiste, donc j'ai plein de réseaux déjà qui étaient tissés dedans. Et quand tu es dans ces réseaux, et à un moment donné, il y a plein de choses il y a des urgences. Par exemple, une urgence, tout à l'heure, dans 1 heure, je vais partir pour participer à Strasbourg. Un grand banquet contre ces politiques, qui est donc très grand banquet, on va faire. Et je vais faire l'ouverture de ce banquet pour dire que voilà, nous sommes là et 40 associations sont associées pour organiser ce banquet ouvert à tout le monde. Donc nous arrêtons pas les sans-papiers, mais nous organisons un banquet. Donc pour moi, quand tu commences à dire que moi je suis un tout petit point dans le grand tableau, mon pays c'est un tout petit point dans le grand tableau, ce que j'ai vécu, nous avons vécu, c'est un tout petit point. Donc moi je viens au monde, maintenant je ne me sens pas en exil si tu veux. Donc je vous dis ouvertement, je ne me sens pas en exil, même je sens une sorte de détachement. Je veux bien y aller un jour. C'est pas ça, j'ai une question de justice, ça c'est une autre. Et moi j'adore mes amis, je suis toujours en lien, je suis toujours en lien, c'est ça qui est important. Et la question de langue, donc j'ai rencontré un Kurde à Nice, et lui il a appris le turc avec la violence. Et nous, comme j'ai appris le kurde en prison, donc on parle kurde, on parle turc, on parle français à la maison. C'est incroyable, on choisit. Et donc ça, mais l'exil, la nostalgie, je ne sens pas du tout. Et je sais que je suis venue au monde, et pas attachée à un territoire. Je sais que les Turcs ont fait beaucoup de mal pour dire que c'est la Turquie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Donc, pourquoi je vais dire que c'est mon pays? Donc, voilà. Moi, j'ai des amis, j'ai plein de réseaux. Et on peut construire des pays un peu qui bougent, qui sont en train de danser, etc. Je veux vivre comme ça, ma vie. Et les contes, j'écris toujours des contes depuis très, très jeune. Parce que moi, je crois qu'on peut construire la magie malgré tout. Donc, je crois à la magie, beaucoup, parce que j'étais des grands-parents communistes, donc on nous a pas appris le Dieu. Donc, tu as besoin de la magie et tu trouves dans d'autres endroits. Et moi, je crois que nous pouvons créer nos contes en dehors de ces histoires d'exil, frontières, etc. Nous pouvons essayer d'inventer
nos mondes. Viens, C'est un petit peu... et tu viens de dire inventer le monde, et je pense à quelqu'un que j'admire beaucoup, Frantz Fanon, qui a beaucoup travaillé sur la négritude avec Aimé Césaire, et qui prend une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Il faut inventer des âmes ». Des âmes. Des âmes, almas. Yes. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, mais la question que je voulais poser était liée à ça, parce que tu parles des lieux refuges. Donc, quels sont vos lieux refuges? Alors, tu en as parlé un petit peu, l'imaginaire, le conte, le merveilleux, les espaces intellectuels aussi peut-être. Quelle langue? Quels sont vos lieux refuges? Parce que, quels sont les lieux refuges? Hannah Arendt dit « Nous sommes des parias conscients ». Donc, est-ce que fondamentalement, quelque part, il y a une expérience du non-lieu, du non-espace, de n'être plus de nulle part, mais d'être d'ailleurs, c'est ce que tu dis, et d'un espace imaginaire. Oui. Mon lieu refuge, c'est la mer. Je suis une maniaque de la mer. Donc, quand je... Ça se non. Mon lieu refuge, c'est la mer. C'est incroyable ce que je sens. Ma mère disait que j'ai appris à nager avant de marcher. On habitait juste à côté. Et comme il n'y avait pas de Dieu dans notre vie, et moi je me mettais dans les mers et je faisais comme ça, et je faisais des vœux. Depuis mon enfance, je continue toujours. Et quand je suis dans les mers, je me sens dans un endroit infini. Et même l'hiver, j'y vais. Parce que j'ai besoin de me sentir de la mer juste. Je crois que en dehors de ça, j'ai plein de... Même maintenant, c'est un lieu de refuge, non? Une rencontre, un petit regard, et que quelqu'un se fasse comme ça. Donc tout ça, c'est un refuge, je pense. Il n'y a pas un lieu stable, statique, en dehors de la mer. Il n'y a pas un lieu statique de refuge, pour moi. Refuge, c'est très relationnel. Je ne le vois pas comme un refuge. Je vois comme une vie. Pınar en turc, ça veut dire la source qui comme ça. Et moi, j'aime bien vivre, que je me sentir vivre. C'est pas un refuge, c'est une... Et aussi, nous, peut-être nous avons quitté le pays, etc. Mais moi, vraiment, les réfugiés, on n'a pas. Qu'est-ce que pensent les réfugiés? Il y a pas une. Tu n'es pas que réfugié. Je ne sais pas. Je marche dans les rues, je tombe, je deviens handicapé. Qu'est-ce que pensent les handicapés? Mais il n'y a pas d'identité handicapée. Donc, je pense que c'est très divers et très très multiple les expériences. Non, je fais comme ça parce que je partage absolument tout ce que tu viens de dire, même la mer. Montevideo, c'est une ville entourée par la mer. Et évidemment, Paris, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de mer. Bon, il y a la Seine, je veux bien, mais bon. Alors, et le refuge, c'était penser à la mer. Dès que je pouvais, je partais à la mer. En France, en Italie, que j'adore, parce que ma grand-mère était italienne. Et puis, c'était la mer, et c'est, comme tu dis, les liens avec les autres, les amis, les camarades, et l'amour aussi. Je me suis sentie... le refuge, pour moi, ça a été, en France, l'amour. Et partout, d'ailleurs, au Chili et en Argentine aussi, c'était l'amour et la rencontre avec d'autres gens qui te soutiennent, qui te permettent d'être ce que tu es, ou en prenant Sartre, d'essayer d'être en tant qu'existence, parce qu'on est en train de se construire tout le temps. Et alors, c'est ça, moi je pense que c'était ça mon refuge. Je vais ajouter juste une chose par rapport à ça. Donc d'abord, c'était le mouvement féministe, etc. Mais après, depuis pas beaucoup de temps, depuis quelques années surtout, l'université et mes collègues,
c'est en dehors du programme Pause, mais depuis quelques années surtout, dès que mes collègues sont devenus, comment on dit, c'est pas une refuge, mais comme si je fais partie d'un corps collectif entier. Et ça, il y a des collègues qui ont les mêmes sensibilités. Et depuis un moment, je sens une stimulation cognitive, réflexive énorme. Et c'est des grandes... là, je suis dans une période... c'est grâce à mes rencontres qui sont là une partie et qui ne sont pas là une partie, mais vraiment une sorte de... Pas refuge académique seulement, mais une sorte d'effervescence réflexive que je sens ça avec mes collègues. Donc voilà, je peux dire que le fait de désexiler, le fait de dépasser l'exil, c'est vraiment plein de processus, mais une des processus, c'est vraiment que je retrouve avec mes collègues qui sont beaucoup dans la solidarité, mais pas seulement, qui sont beaucoup aussi dans les réflexions collectives. Non, mais peut-être qu'on peut ouvrir... parce qu'il nous reste quelques minutes simplement aux questions de la salle. Je vois que Gisèle a levé la main déjà. Oui, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Pascal, Laura et tous ceux qui travaillent autour de ce programme Pause et cette réflexion sur la question spécifique. Bah oui, mais moi la question spécifique des... Ça va ? Ah oui, il faut le tenir plus d'accord. Des réfugiés académiques, puisqu'on est en train de réfléchir aussi si est-ce qu'il ne faut pas un statut particulier. Mais je voulais revenir à la question de Sylvain et vous demander à toutes les deux d'en parler. Bon, j'ai pas mal travaillé sur... Alors déjà, Pinard, je voulais dire, l'effervescence, c'est toi qui la provoque. L'effervescence cognitive et la réflexion. À la question de Sylvain sur qu'est-ce que fait à la production de la connaissance le fait d'être en exil. Alors, Pinard, tu as rappelé qu'il y a des situations extrêmement différentes. Il y a quand même aussi un arrachement aux sources pour ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent sur un pays. Comment est-ce qu'on travaille en exil? Et en même temps, il y a, je pense à tout le travail que tu as fait qu'en revenant sur tes enquêtes, l'enquête sur le service militaire en Turquie, en faisant un deuxième livre qui montait, à mon avis, en généralité. J'ai malheureusement pas lu le premier, mais il y a une montée en généralité qui permet de dépasser le cas spécifique de la Turquie pour réfléchir plus généralement à ce que fait le service militaire à des hommes dans des régimes comme le régime illibéral ou autoritaire turc. Je pense à ton livre Parce qu'ils sont arméniens, ou comment tu réfléchis à même ton camp, comment ton camp de la gauche a invisibilisé la question arménienne au nom de l'universalisme. Et c'est cette distance qui te permet de faire ce travail. Et je sais que tu es en train de sortir un livre sur tes matériaux qui ont été volés en prison, qui t'ont été arrachés. Et qu'est-ce que ça t'a fait aussi du point de vue intellectuel. Donc peut-être, si tu peux revenir là-dessus, et peut-être aussi Anna-Marie à dire quelque chose là-dessus. Je pense que la réflexion, comment dire, les espaces ont des différentes opportunités qui nous posent. Donc dès que tu te sens un peu plus calme, je me souviens quand j'étais à Strasbourg le premier temps, quand j'étais en train d'écrire ma thèse, j'étais au début dans je venais d'arriver, j'étais dans un tout petit endroit où il y a plein d'étudiants. La nuit, j'ai senti un bruit, j'avais une clé USB, je ne savais pas où je vais cacher. Je me souviens, cette peur, j'ai mis dans les toilettes, j'ai attendu, je croyais que les Turcs sont venus prendre mon clé USB. C'était incroyable. Donc dès que tu dépasses ça, et tu commences à réfléchir, et pour cette réflexion, c'est moi ce que j'ai vécu ici. Et surtout, en dehors des urgences,
parce qu'il y a des urgences quand tu es dans un contexte difficile ou conflictuel, tu commences à réfléchir et aussi apprendre à discuter avec d'autres collègues. Donc depuis que, je ne sais pas, peut-être c'est l'âge, je ne sais pas c'est quoi, c'est l'âge ou peut-être c'est toutes ces rencontres que j'ai faites me permet de dire que je n'ai pas obligé de tout le temps faire de recherche, je ne suis pas une machine à production, je vais juste réfléchir, comprendre, lire, dialoguer, avancer. Et donc j'essaie de tout réunir dans ma tête et voilà. Et je réfléchis à ce que j'ai raté, je n'ai pas pu faire. Donc je découvre plein de trous noirs dans ma réflexion, etc. Donc je pense qu'avec une opportunité de 1 an de séjour en France ou ailleurs, on ne peut pas vivre ça. C'est dès que tu as une garantie de vie, dès que tu te poses vraiment. Donc, programme pause, c'est énorme, mais c'est pas posé pour le sentiment de fragilité de la situation t'empêche d'aller plus loin. Je le vis maintenant parce que j'ai créé aussi les bases de mon existence, je crois. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Ouais, oui. Ah oui, ben, oui. Moi, vite. Il y a une phrase de Quino, j'étais le dessinateur de Mafalda, qui dit « Cuando tenía todas las respuestas, me aparecieron nuevas preguntas. » Ça, c'est l'exil. Il faut chercher à partir des questions. Hein. Les chercheuses et les chercheurs, nous sommes quelqu'un qui nous pose toujours des questions. Et moi, je pense que c'est une façon de vivre aussi, faire la recherche. Mais, pour donner une petite expérience, quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai fait une maîtrise, un master en philo. C'est mon premier amour, la philo. Bon. Et c'était sur l'idéologie chez Marx, sur le concept d'idéologie chez Marx et Engels. Ah, bon, bien. Et après, je voulais continuer à faire la philo. Mais ça, c'est pour répondre, hein, comment l'exil te change. Et alors, il fallait le professeur qui était en ce moment, Jean-Luc Nancy, qui me dit, il faut s'introduire au grec. Il faut plonger là-dedans. Et là, je me suis dit, mais je suis survivante, il y a des copains qui sont morts là-bas, je n'ai pas pu. Et j'ai changé la philo pour la socio. Donc c'est comme ça l'importance de la connaissance en moi. Hein. Et donc j'ai fait une thèse, justement le contraire, sur les femmes Tupamaras. Et puis, quand je me suis dit, excusez-moi, que la socio ne me permet pas de tout comprendre vraiment, surtout parce que je travaille avec des histoires de vie, alors j'ai fait un truc en psycho. Alors c'est ça, hein, la recherche toujours, et l'exil, moi je pense que ça permet vraiment de faire de la recherche ouverte, libre. Voilà. Je vais ajouter juste une chose que j'ai pensé. Disons, tu n'arrives pas à faire des rencontres transnationales toujours. Par exemple, j'ai grandi en Turquie avec les Iraniennes, j'ai tissé toutes mes relations en France. Et c'est très fort maintenant. Et c'est très transnational, toutes mes relations. Et c'est la même chose pour la Tunisie, parce que la Turquie, elle était tournée vers l'Europe et ils ne voulaient pas s'associer aux Syrie, tout ça. Et même nous n'avions pas de relations, ni les universités, ni les militants, ni d'autres milieux culturels. Donc, des diasporas, des espaces de diaspora dans les pays occidentaux, surtout, permet à se rencontrer aussi. Et ce n'est pas seulement une réflexion qui est nourrie
de la connaissance universitaire, mais il y a des questions que tu découvres en faisant des vraies rencontres dans cet espace que je ne pourrais pas faire si je vivais en Istanbul. Voilà. Je voudrais poser peut-être une dernière question, parce qu'après, il y a un buffet, il y a un concert qui nous attendent. Bien sûr, la journée est dédiée, comme l'a dit Pierre-Paul Zaliou, à Sohail Salem, qu'on attend de Gaza, qui n'a pas pu être évacué comme on l'espérait le 18 juin, donc il y a une forme d'impuissance. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sylvain. C'est notre responsabilité sur cette question de frontières. Il y a quelque chose qui est important aussi dans ce dont on discute souvent ensemble, Pinard, avec ton comité de solidarité, et peut-être qu'Anna Maria pourrait nous dire quelque chose. La question des frontières, c'est pas simplement passer ces frontières pour venir ici, être l'impuissance de l'accueil. C'est par exemple pour toi, comme il peut y avoir des demandes d'extradition de la part du gouvernement turc, enfin de la Turquie, pardon, comme on dit, tu ne peux pas visiter certains pays parce que tu ne sais pas comment vont réagir d'autres États. Et notamment, toi, tu vis à Nice, tu travailles sur l'immigration, et donc le fait de pouvoir aller en Italie, c'est quelque chose d'important, et parfois, tu n'as pas cette garantie de pouvoir voyager librement. Donc, il y a une nouvelle atteinte à ta liberté académique. Actuellement, on a un programme européen SAFE, il y a Laura qui est là, qui participe avec d'autres programmes. Donc, c'est des programmes qui permettent des accueils en Europe de chercheurs en danger. Et là, en fait, on n'a pas d'accord au niveau européen. C'est un problème politique, et ça, on n'est pas impuissant. C'est-à-dire que nous, tous, on doit se mobiliser, porter ce plaidoyer pour le fait que les personnes qu'on accueille dans chacun de nos pays puissent voyager en Europe, qu'ils soient lauréats européens ou accueillis en France ou en Allemagne, puisque je salue la présence aussi de l'Université Humboldt qui est présent aussi, qui a un programme important avec Johan Villain. Mais il faut qu'on se mobilise là-dessus. Et Anna Maria, je ne sais pas ce que tu pourrais dire de ton époque, mais à ton époque, toi, tu pouvais aussi librement circuler en Europe, où tu avais la même difficulté que Pinard actuellement. En tout cas, il faut penser à ça. C'est qu'une fois que les personnes sont ici, leur liberté académique n'est pas garantie de différentes manières. Il y a cette question des frontières, il y a la question des sujets aussi. Les sujets qu'on leur impose, on leur impose de travailler sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas les leurs, ou bien qui, si un jour, ils ou elles retournent dans leur pays, ne seront pas non plus utiles pour ce qu'elles veulent, ou ils veulent faire, comme on a vu dans l'expo pour ce chimiste qui est toujours, Ahmed Saïd Mohamed, qui est toujours en prison dans son pays, les Comores. Ah, pardon. Non, quand je suis arrivée, enfin, je n'avais pas de carte d'identité, hein, ni en Chili, ni en Argentine. J'étais vraiment... J'existais pas. Je n'existe pas. Je n'avais pas une identité, vraiment. Mais quand j'arrive en France, on me donne la carte de séjour et un passeport, après, quand j'étais exilée politique. Hein. Et alors le passeport, Pascal, c'était un passeport, je me souviens, bleu clair, avec une frange noire qui disait paria, paria. Alors je devais me promener partout avec cette espèce d'horreur des passeports. Ben, je me suis promenée partout. Comme tu dis, on a besoin de connaître, on a besoin d'échanger des expériences, on a besoin de connaître d'autres pays. Bon, je me suis promenée partout en Europe. Mais en Amérique latine, ce n'était pas possible. Hein. Et alors, mais chaque fois que je traversais une frontière, on me mettait de côté, parce que le passeport, évidemment, il fallait expliquer que j'étais réfugiée politique en France. Bon, cette histoire-là continue jusqu'à maintenant. Dès que je passe une douane, après tout ce qu'on le sait, hein, c'est terrible, les douanes partout, hein, c'est chiant, quoi. Mais de toute façon, pour moi, je me sens toujours quelque part en danger. Qu'est-ce que ça va m'arriver, hein? Comment ça va se passer, hein? Et j'ai internalisé psychologiquement en moi cette peur de qu'on sache qui je suis. Quoi. Et ça, c'est dur. Hein, ça, c'est dur.
Alors, quand la Turquie a compris que c'est pas évident qu'ils ne vont pas m'arracher de la France, au moins si je reste en France, je vais continuer à mes recherches. Et après, il a commencé, je parle du pouvoir turc, je ne parle pas de la Turquie, mais qui a commencé à viser mon université. Donc d'abord, je vous dis, il a réussi je suis co-responsable de l'Observatoire de migration dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est moi qui coordonne plein de recherches, à la fois en Italie, à la fois... mais je ne peux pas aller à Ventimille, c'est juste à côté, même pour acheter des cigarettes. Donc c'est pas possible. La Turquie réussit à faire ça. Donc peut-être à partir de cette histoire, on peut réfléchir comment les universités peuvent faire une pression. Par exemple, quand j'étais invitée par l'Université libre de Bruxelles, ils m'ont invitée pour une chose, j'ai dit demandez à votre gouvernement qu'il donne une garantie. Mais c'est toujours difficile, chaque fois il faut qu'il fasse, etc. Donc il faut qu'il y a peut-être donc c'est ça une chose à faire, à mon avis, de dire que les chercheurs qu'on accueille devront vraiment circuler. Donc je pense que c'est une piste importante. Deuxième chose, ce que j'ai remarqué, donc j'ai modéré une table ronde sur les femmes kurdes migrantes. Et c'est devenu un grand scandale en Turquie, comme si j'ai organisé un truc de PKK, je ne sais pas qui, et l'université a mobilisé tout de suite. Et après coup, j'ai commencé à sentir un peu de peur chez une partie de mes collègues. Par exemple, je disais qu'il faut organiser quelque chose par rapport aux mairies kurdes, je ne sais pas, et j'ai senti que non, Pınar, on veut te protéger. Oui, on ne va pas entrer là-dedans. Tu te souviens qu'est-ce qu'avait fait la Turquie? Et j'ai écrit une lettre à tous mes collègues, juste après ça. Avant, j'ai appelé Yves Tanon, c'est un spécialiste, historien, spécialiste des génocides, et Raymond Kevorkian, qui m'ont vérifié qu'en France, chers amis, c'était impossible de faire une recherche sur le génocide des Arméniens jusqu'aux années 80. Vous pouvez imaginer? Dans les universités, on ne pouvait pas faire des recherches parce qu'on avait des bonnes relations avec la Turquie. Et maintenant, j'ai commencé à voir que l'Azerbaïdjan a commencé à me viser. J'ai commencé à voir combien d'universités payées par l'Azerbaïdjan, quelle relation diplomatique avec la Turquie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici, sans besoin d'aller là-bas. Et moi, j'ai dit que je vais quand même continuer à creuser cette chose. Et si je ne trouve pas là, je vais trouver ailleurs. Mais ils ne vont pas réussir à m'empêcher de mes domaines de recherche. Oui, donc je crois que c'était la question. Oui, et ça pose la question du numérique aussi, de l'espace numérique, dans la mesure où on peut avoir, nous ça a été notre cas, on peut avoir des lauréats POS qui sont attaqués à distance ou persécutés à distance via numérique, et qui sont même poursuivis dans leur pays pour des activités numériques en France. Mais comme tu le disais, le numérique, c'est aussi l'espace possible de la liberté et de liens à distance, de partage de données, Mais l'espace numérique devient aussi un sujet assez important, avec parfois des attaques ciblées sur les lauréats POS ou sur les universités qui accueillent, etc. C'est tout à fait vrai. Peut-être que Bien, c'est le moment de clore. Oui, pardon. Merci en tout cas beaucoup pour vos interventions et merci pour votre attention. Bien. Ouais, merci beaucoup pour vos interventions en effet. Et puis je vous invite à partager un buffet tous ensemble. Voilà. Donc il est juste derrière vous. Voilà. On pourra continuer nos discussions. Oui, pardon, je vous passe la parole. Merci. Et dans une demi-heure, vous allez pouvoir assister à un concert de musique sahraoui. Encore un haut sujet diplomatique un peu comme ça, très pointu, avec une chanteuse qui s'appelle Lidja Mohamed Salem et un musicien qui s'appelle Khatri Mliha. Voilà, donc vous allez, dans une demi-heure, ils vont prendre place sur la scène. Merci. Et on reste pour le concert. C'est ça, on reste pour le concert.